Salut à tous et bienvenue. Interro surprise. Quelle est la meilleure équipe de Bundesliga sur les 6 premières journées de 2021 ? Quoi ? Vous avez répondu le Bayern Munich ? Absolument pas. Bande de nulos. Ils sont seulement deuxième. Et n'allez pas croire que les expected points vont vous sauver cette fois. Dans les deux cas, ils sont écrasés par l'Eintracht Francfurt d'un énorme point. C'est l'équipe qui monte malgré le silence des médias. Et comment ils font ça ? Eh bien, comme souvent en Allemagne, quand un projet monte en secret, il y a un Autrichien derrière qui s'appelle Adolf Hütter. Adolf Hütter, Adi pour les intimes. Adi Hütter, c'est le nom de l'entraîneur. Ouais, peut-être pas un choix hyper inspiré. Apparemment, c'est sa grand-mère qui y tenait. Ok, passons à la suite. En tout cas, Adi, son idée principale, c'est de presser l'adversaire jusqu'à ce qu'il craque. Un peu comme un manager à France Télécom. Et pour faire ça, il fait pas ça vulgairement avec un 4-4-2. Non, comme l'Atalanta ou Lens, on a le droit à un 3-4-1-2 ou un 3-4-2-1. Et on retrouve aussi les idées qui font la réussite de ces systèmes. On oriente très haut vers l'extérieur pour utiliser la ligne de touche comme le 12e homme. Et surtout, tout le monde suit le pressing avec de fortes responsabilités individuelles pour garder son joueur. Et face à Mönchengladbach, on a un très bel exemple pour montrer pourquoi c'est aussi important que tout le monde suive son homme jusqu'au bout. Parce que là, Mönchengladbach pense avoir cassé le pressing, mais en dernier rideau, ça sort devant l'attaquant, la contre-attaque est lancée et ça finit en but. Et tout ça vient de l'effort collectif de l'équipe. En plus de ça, Francfort a une autre force, c'est que si jamais le pressing fonctionne et que l'adversaire est obligé de dégager, l'Eintracht est la meilleure équipe de Bundesliga au duel aérien. Parce que quasiment tous les joueurs de l'équipe, ils sont balèzes. Mais alors, est-ce que pour autant ils sont juste une équipe de bourrins qui courent plus que les autres et envoient des longs ballons où ils gagnent les duels aériens ? Non, mais parfois ils le font. En particulier, le défenseur central Hinteregger hésite pas à allonger s'il voit une opportunité pour lancer dans la profondeur André Silva. Mais c'est loin d'être systématique, comme ça pouvait être le cas auparavant. Ils le font uniquement s'ils voient qu'ils ont une opportunité d'attaquer rapidement. Si le défenseur central a de l'espace, il hésite pas à porter le ballon. Après seulement 2 minutes de jeu face à Schalke, Hinteregger hésite pas à faire une grosse percée dans l'axe pour essayer de créer une différence. D'ailleurs, comme on a pu voir à Sheffield, les défenseurs centraux n'hésitent pas à dédoubler pour aller faire le débordement. Et forcément, quand ils font ça, ils créent une surcharge de possibilités sur un côté. Typiquement ça, quand ils jouent, Ndika va le faire régulièrement. En plus de ça, ce qui est original, c'est de voir que quand il y a ce genre de mouvement qui a été enclenché, parfois le défenseur central va décider de rester aux avant-postes jusqu'à ce que l'action se termine, et même quand elle se termine, il va pas essayer de sprinter pour revenir dans son camp, mais il va presser dans la zone où il se trouve, comme si c'était un joueur offensif comme un autre. Et je sais pas, moi en tant que spectateur, ce genre d'originalité, ça fait le charme d'une équipe. Et en plus là, comme ça gagne, bah tout le monde est content. Et là, je vous ai parlé des circuits offensifs qui passent très directement par les défenseurs centraux, mais bien sûr, il y a aussi des circuits courts qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas juste du jeu long ou le défenseur central qui prend le ballon. En général, dans les circuits courts, il y a un des deux milieux qui décroche, et comme les défenseurs centraux ont beaucoup de liberté, un 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2, ça fait qu'il y a plusieurs lignes, donc naturellement, il y a des triangles qui se forment, et vu qu'il y a du mouvement, des fois, ça donne des très belles combinaisons. Du coup, leur jeu collectif est super sympa à regarder, mais quelles sont les individualités qui portent ça ? La star de l'équipe, dont tout le monde parle, c'est Kevin Trapp, l'ancien gardien légendaire du PSG. Non, il est toujours aussi naze. Bon, disons moyen naze. Non, bien évidemment, la star de l'équipe en ce moment, c'est André Silva. C'est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga, derrière Lewandowski, mais devant Haaland. Alors oui, il a marqué des pénaltys, beaucoup de pénaltys. Mais au-delà de ça, même si on enlève ses pénaltys, c'est un joueur qui tourne à un but tous les 2 matchs. Et c'est pas juste sur cette saison. Déjà la saison dernière, c'est le rythme de croisière qu'il avait. Donc cette saison-là, c'est celle de la confirmation. Il est complet, marque du droit, du gauche, de la tête, qui a rien à signaler sur des sous-performances brutales avec une de ses parties du corps. Certains pourraient critiquer le fait qu'il ne marque pas d'en dehors de la surface, mais c'est simplement parce qu'il ne prend pas de tir d'en dehors de la surface. Donc c'est quelqu'un qui sélectionne bien les moments où il doit tirer, et ça se voit dans le fait qu'il crée des passes décisives, il n'oublie pas ses coéquipiers, et il a la qualité technique pour les trouver. Donc c'est un joueur qui a du ballon, mais qui en plus de ça, est une machine à gagner des duels aériens. Donc quand le plan A ne fonctionne pas, on peut toujours s'appuyer là-dessus. Il a pas mal déçu au début de sa carrière, mais là il est en train de trouver sa place parmi les très bons attaquants d'Europe. Luka Jovic, lui, bon, il n'y a pas assez de temps de jeu pour vraiment faire des statistiques sur lui, ça aurait pas de sens, mais clairement son retour se passe comme un rêve pour le moment, et a priori maintenant, Francfort va se mettre à jouer systématiquement en 3-4-1-2 avec Jovic et André Silva en pointe. Et en soi, il n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas. Certes, André Silva est un peu moins fort qu'à l'heure dans les airs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une faiblesse. Plus de ça, il est encore plus complet, je pense, que le français. Logiquement, les automatismes devraient arriver. À ces deux stars offensives, on peut ajouter clairement Philippe Kostic, qui est un peu un piston gauche idéal, dans le sens il est correct défensivement,
défend, même si on voit que c'est un ancien allié, mais bon, il fait tous les efforts qu'il faut, même si des fois il a pas exactement la bonne posture pour défendre. Et comme il est très costaud et vif, ça fait le taf. Par contre, du côté offensif, c'est une machine à déborder, à centrer, il est même capable de rentrer dans l'axe. Et cette année, on l'a pas trop vu, mais en plus de ça, il a une frappe extrêmement lourde. Les 2 dernières années, il a fini en moyenne à 5 buts et 10 passes décisives. Cette année, il est un peu en retard, mais sur les premiers matchs de Jovic, il s'est déjà mis à l'alimenter. Donc il y a moyen qu'à la fin de l'année, il soit toujours dans ses standards habituels. Ensuite, si on passe aux défenseurs centraux que j'ai évoqués dans la vidéo. Déjà, commençons par le français, Ndika. À la manière de ce que j'avais montré quand j'avais présenté Badiachil, il a plein de qualités intéressantes, mais il manque de fiabilité défensive pour le moment. Après, entre sa capacité à porter le ballon dans le camp adverse, ou parfois il finit carrément comme un latéral gauche avec un centre, en plus de ça, il a une belle qualité de passe, il est capable de casser des lignes avec. Et dans le volet défensif, même s'il n'est pas extrêmement fiable, c'est un défenseur très solide dans les airs et qui régulièrement fait des interceptions. Bref, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même une base très solide et prometteuse. C'est pas impossible que son nom soit pas mal évoqué dans les prochaines années. Surtout que le problème de fiabilité défensive qu'on lui trouve, il est aussi chez Hinteregger. Donc on peut se dire quand même que le style de jeu hyper agressif de tout le bloc équipe joue contre eux. Et d'ailleurs, comme vous le voyez pour Hinteregger, on retrouve cette idée que c'est un joueur qui adore jouer long, qui le fait bien, et en plus de ça, défensivement, c'est un Golgoth dans les airs. Enfin, je dis défensivement, mais offensivement aussi. L'année dernière, il a marqué 8 buts, donc 4 de la tête. D'ailleurs, ces deux-là, ils devraient finir la saison en étant accompagnés par ACB, à moins qu'il décide de démissionner comme son quasi-homonyme. Mais il y a aussi une légère incertitude là-dessus, parce qu'il alterne entre un poste au milieu terrain et en défense centrale. Mais là, avec le départ d'Abraham et le retour de Rodeux de blessure, il devrait s'installer en défense, plutôt à droite. Et comme vous le voyez, c'est peut-être le seul joueur de l'équipe, particulièrement parmi les éléments défensifs, qui n'est pas très à l'aise dans les airs. Mais il compense ça en étant un vrai facilitateur, qu'il soit milieu ou défenseur, il va prendre énormément de responsabilités pour permettre la construction depuis l'arrière. Et d'ailleurs, quand il joue pas au milieu, en général, c'est que Rodeux prend sa place. Globalement, c'est un milieu très complet, et que ce soit ACB ou Rodeux, ils sont associés à Djibril Sow, qui est un récupérateur hyper actif, mais qui est en général pas celui qu'on va faire descendre pour faciliter la construction. Un peu à la façon de ce que fait le Real Madrid avec Casemiro. Et enfin, celui dont je voulais absolument vous parler, c'est un milieu offensif. Ce n'est pas Amin Younes, qui pourtant fait complètement ce qu'on attend de lui, et qui en plus est pas maladroit avec les pieds, c'est une vraie pile d'énergie. Ni Barkok, qui est une révélation de la saison, mais on va lui laisser un peu plus de temps pour confirmer. Non, mon chouchou dans cette équipe, c'est Daichi Kamada. C'est un numéro 10, et j'adore sa façon de jouer. Il crée pour les autres en jouant simplement et efficacement. Déjà, l'une des façons d'attaquer les plus rentables dans le football, c'est le centre à ras de terre, si possible en retrait. Et sur ces passes-là, il est d'une précision létale. Il met toujours en danger la défense adverse. Globalement, il a l'œil pour trouver la bonne passe et le pied pour l'exécuter parfaitement. Que ce soit sur du jeu long ou sur des remises courtes, c'est toujours donné dans le bon tempo. Maintenant qu'il devrait jouer derrière Jovic et André Silva, je pense qu'on va assister à des trucs spectaculaires. Après, pour être complètement honnête, je vous ai bien dit, c'est mon chouchou. Je vois bien qu'il a des défauts. Déjà, c'est pas un tueur face au but. Et à ce niveau de compétition, en tout cas, sa capacité à dribbler est ok, mais c'est pas spectaculaire. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Francfort. J'espère que ça vous donnera envie de les regarder, que vous avez appris des choses. J'espère aussi pour eux que ça se passera bien ce week-end. Vu que sur les 3 dernières vidéos, je crois à chaque fois à court terme, il s'est passé des trucs qui correspondent à l'inverse de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager. C'est la source principale de visibilité pour la chaîne. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. Je lis tout et je réponds aussi quasiment à tout. À bientôt pour une prochaine vidéo.